Donc, c'est juste ça, à un moment donné. Soyons clairs sur les trucs. Mais les gens associatifs, ils ne sont pas indemnisés. Ils ne sont pas indemnisés. Ils sont là bénévolement. Aujourd'hui, c'est dur d'être dans la fonction associative. C'est très dur. Hein, voilà. Moi, je peux vous dire, depuis que vous êtes élu, je suis président d'association. Je n'ai pas eu un contact de votre part en tant que représentant d'association. Pas eu un contact. Et je pense que je ne suis pas le seul. Donc moi, je veux bien que vous parliez de l'intérêt que vous portez à la vie associative, mais il faut que ça se justifie aussi dans les faits. Voilà. Donc moi, ok, pour participer à la vie, et je participe à la vie de la commune sous le plan associatif depuis de nombreuses années, mais je ne suis pas le seul. Il y en a plein. C'est des gens qui sont bénévoles. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que c'est dur d'être dans le milieu associatif. Donc, non, il n'y a pas beaucoup. Non, il n'y a pas beaucoup. On a faire de la vie associative. On est très au courant de ça. On est juste en train de mettre des règles pour que le Pomponnet sache exactement où va son argent. Où est le problème à ça? C'est pas. Non, pour sortir à part. Non, vous détournez le sujet et on s'entend pas. Mais je ne vous dis pas de donner des chèques en blanc. C'est pas ça. Sans justificatif, c'est ce que vous demandez. Mais non, je vous ai pas dit. Je vous ai pas dit de donner des chèques en blanc. C'est pas vrai. Vous retournez là. Encore là. C'est agaçant cette façon où, quand à un moment donné vous vous sentez en difficulté, vous renversez la situation. Justificatif, où est le souci? Donc, on délibère. Excusez-moi, j'aurais juste une. Oui, alors. Je comprends les justificatifs et en fait vous êtes d'accord. La seule difficulté que je rencontre, si vous êtes d'accord en fait. Parce que le fait de contrôler la dépense et de demander des comptes à une association, c'est votre devoir. Par contre, la procédure que vous mettez en place est trop contraignante pour des personnes qui n'ont pas forcément le temps de suivre ces process de banquier. Point. C'est tout ce qui est dit en fait. Et en fait, demain vous allez avoir des papiers, des faux formats. Qui va traiter ce travail? Qui va faire ça? C'est un agent administratif. Ça va prendre du temps. Ça va coûter de l'argent. Et on va parler de combien d'euros économiser. Ce n'est pas l'échelle. Les Pomponnais, ce qu'ils veulent, c'est effectivement une vie associative active, qui va accueillir leurs enfants, leurs aînés. Et là, ce que l'on est en train de faire, je pense que c'est certainement un petit peu... C'est too much, en fait. C'est trop. Donc oui, des mesures de contrôle, mais par contre, mettre cette procédure en place sur des... Vous avez vu les montants? Il y en a qui vendent 50 euros. Vous faites quoi? On vient de mettre 80 000 balles dans de la publicité, encore mieux. Donc on vient de faire un débat qui est hystérique parce que du coup ça n'en pas le coup. Non, on va en reparler. Je ne sais pas quoi dire d'autre qu'on va en reparler en commission d'association parce que ça anime trop de choses. Encore une fois, parmi la commission, il y a des gens qui ont dit année blanche. C'est pas ce qu'on fait. Donc je dis pas qu'on n'aime pas les associations. Sauf que juste pendant sur l'année blanche, c'est pas mal. Il y a des associations qui ont eu des frais et qui n'ont pas eu d'activité. Il y a des associations qui ont eu des frais qui n'ont pas eu d'activité. Voilà. Quand vous employez sur des contrats très courts, un prof de gym, comment s'appelle, quelqu'un qui vient vous faire des cours informatiques et autres, et que ces personnes-là n'ont pas été, entre guillemets, n'ont pas pu bien faire leur cours avec le Covid, alors voilà, il y a eu des choix de dire on paye. Alors est-ce qu'ils auraient dû déclarer un chômage partiel? Moi, je ne sais pas. En tout cas, il y a eu des frais. Donc aujourd'hui, il y a 37 associations sur Pomponne. 37 associations, il y en a 15 qui ont déposé un dossier. Voilà. Donc c'est pas la majorité non plus. Et on est en train de regarder, de mettre un truc sur 12 790 euros. Voilà. Moi, c'est juste ça. Est-ce que quelqu'un d'autre peut prendre la parole, M. Guise? D'abord, vous n'êtes pas le seul président d'association intervenant ou impliqué dans les associations. Il y en a beaucoup autour de la table. Je pense qu'ils ont aussi peut-être leur mot à dire. Moi, ce débat me paraît intéressant par rapport à ça. Ce qui me surprend pour participer quand même aux différentes commissions, c'est qu'en commission, un certain nombre de points n'ont pas été soulevés. Donc ce désaccord fondamental, me semble-t-il, de ce que j'en ai entendu, mais peut-être qu'à distance, on entend moins de choses qu'en réel. Donc ça ne me semble pas avoir été aussi flagrant. Donc moi, peut-être pour poser un petit peu la discussion, serait-il souhaitable qu'en commission, soit une commission mixte, soit commission association, commission finance, commission mixte association finance, soit reposer les bases clairement, que les avis et qu'un compromis ou qu'un avis soit donné, puisque ça ne semble pas avoir été assez clair dans
repartir sur cette base-là, de refaire prochainement une commission finance association pour fixer définitivement, donner un avis sur ces règles. Après, bon, les commissions donnent un avis, bien évidemment. Après, elles sont présentées, elles sont débattues. En tout cas, elles donnent un avis pour que les choses soient claires vis-à-vis des gens qui nous écoutent et qu'ensuite on puisse je me posais simplement une question, puisque les attributions sur lesquelles on nous demande de délibérer, finalement, ont été débattues au vu et après discussion, me semble-t-il, pour y avoir été, au vu des critères qui ont été proposés. Donc, est-ce que cette délibération est d'actualité, est-ce qu'on doit la voter, ou est-ce qu'elle doit être reportée? Voilà, moi, c'est ma question, je la pose un petit peu à l'Assemblée. Donc, je le redis, on est complètement disposé, et je me suis mis à la commission association, donc c'est pour y travailler. Donc, complètement ouvert sur le débat, et je l'ai redit dans ma déclaration. On a montré sur le règlement intérieur qu'on était capable de proposer des choses qu'on partageait, puisqu'au final, on les a retrouvées dans l'évolution du règlement intérieur. Donc, j'ai pas de sujet avec ça. Et juste, je suis à l'aise, je suis président des associations, mais je n'ai pas fait de demande de subvention, donc je n'ai pas de profil d'intérêt là-dessus. Juste savoir, dans la commission, savoir si on a eu la réponse qui avait été posée à la commission justement par rapport à l'attribution de certaines subventions. Parce que je les vois ce soir au tableau et je voudrais bien poser la question. Est-ce qu'on n'attend pas les retours justement, finaliser justement toutes les demandes afin de voter cette délibération? Je vais laisser Sandrine répondre parce que effectivement il y a eu certaines associations pour l'attribution était assujettie à la présentation notamment d'un. C'est ça dont tu fais l'attribution d'un projet. Est-ce qu'on a été vers ces associations entre-temps? Est-ce qu'on les a consultées? Moi, j'ai contacté les associations et j'ai pas eu de retour au niveau des propositions qui pouvaient venir. Je suis désolé, Madame Martins. En tout cas, pour moi, vous n'avez pas contacté les bonnes personnes. Je confirme, il y a au moins une association qui n'a absolument pas été contactée, qui est dans les Moi, cas. j'ai envoyé des mails et du coup, j'ai pas de retour. Je suis preneur de vous-même, en tout cas. Et je vous les transmets. On va pas passer la soirée pour savoir s'il y a eu des mails ou je sais pas quoi. J'ai l'impression qu'on est sur un débat. Moi, ce que j'ai compris, c'est que tout le monde était d'accord pour qu'il y ait une discussion sur les règles et personne ne conteste le fait qu'il y a un contrôle de l'argent qui est donné aux associations. Tout ça, personne n'a contesté. Après, il faut trouver la bonne modalité, me semble-t-il. Il soit suffisamment souple pour qu'on ne rentre pas dans un truc administratif épouvantable, et suffisamment clair quand même, de manière à ce que finalement la commune ne donne pas d'argent qui ne serait pas légitime. C'est ça qu'il faut procéder. Donc, soit on entend en discuter dans les commissions, entre-temps, la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de la délibération pour savoir si on accorde ou pas des subventions à ces associations. Moi, je suis assez tenté de dire on peut voter sur la base de ce qui est écrit là, et puis ça laisse le temps après de discuter de règles qui seront appliquées, alors peut-être pas pour ça, mais ça permettra quand même de vérifier que s'il y a des grosses dépenses de projets, s'il y a certaines associations qui ont présenté des projets, la subvention, on la verse peut-être pour le fonctionnement de façon systématique, mais par contre pas systématiquement pour les projets qui seront justifiés par des factures. Alors, c'est une proposition que je fais pour sortir de ce débat qui est compliqué. Au vu des débats, est-ce qu'on devrait reporter tout simplement ce point? Reporter ce point, c'est-à-dire qu'on ne vote pas les subventions, c'est-à-dire qu'on part pour un tour, et donc les subventions, pour certains, il y en a qui vont peut-être tirer la langue. Bien sûr, moi, personnellement, je ne suis pas favorable à reporter le point. Il faut voter, on discute en commission.
4 associations où ils ont des projets. Le reste n'a pas de projet. Non mais on recoupe. Donc qui est pour? Qui est contre? Excusez-moi, on fait un vote sur la totalité ou par... parce que là, il y a des présidents d'associations qui sont dans la salle, du coup, qui ne peuvent pas participer au vote total. En 2019, regardez, parce qu'en 2020, c'est une subvention de décision unilatérale, les présidents d'associations, mais moi je suis même prêt pour étendre tout un tas de sujets avec aussi les gens au conseil d'administration, on peut même dire à la limite, tout élu qui à un moment donné a une relation avec l'association, hein, dire que je peux ne pas être entre guillemets au conseil d'administration, mais je peux y être adhérent, donc quelque part j'ai aussi un intérêt. Je peux avoir mes enfants dans cette association-là, donc j'ai un intérêt. Donc vous voyez, et là ça se traduit pas avec la qualité d'être membre du conseil d'administration. Voilà, donc il appartient à chacun d'avoir sa morale sur ce point, mais moi je pense que le fait de dire, comme c'était fait, de dire je participe pas au vote de cette association, parce que voilà, et moi ça me va bien, c'était comme ça que ça a été fait en 2019, et moi ça me va bien de reprendre ce procédé-là. Donc pour l'association des jeunes de Comini, Gaulier Annette, 2 000 €. Qui est contre? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui s'abstient? Pour l'amicale des retraités de Pomponne, 16 Irène, 2 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Art et loisirs, Carré Anne-Marie, 220 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Club Rando, Deloitte Christian, 700 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Comité des fêtes, de la Barre, François, 1 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? English for Fun. Des scoops Marie-Agnès, 400 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Ligne Américain, Voirin Ami, 600 €. Qui est contre? Ah, pardon. Alors, Jardino, Rabais Christian, 50 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Ligne América, Voirin Ami, 600 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Jeune sapeur de pompier, Cheneval Julien, 1 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Photoclub Pomponnet, Barra Francine, 2 000 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Rythme et forme, Carré Anne-Marie, 350 €. Qui est contre? Qui s'abstient? La Sève, Thierry Fabien, 700 €. Qui est contre? Qui s'abstient? SPHP Marie-Agnès Descoux, 450 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Taekwondo, Vestraet et 370 €. Qui est contre? Qui s'abstient? US Football, Ribéro José, 950 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci.
Donc, budget ville, subvention au Centre communal d'action sociale, le CCAS, pour l'année 2021. Les centres communaux d'action sociale constituent l'outil principal des municipalités pour mettre en œuvre les solidarités et organiser l'aide sociale au profit des habitants de la commune. Ainsi, les CCAS ont pour rôle de lutter contre l'exclusion, d'accompagner les personnes âgées, et pas que, de soutenir les personnes souffrant de handicap et de gérer différentes structures destinées aux enfants. La crise sanitaire mondiale a fait basculer plusieurs centaines de milliers de personnes sous le seuil de la pauvreté, et c'est le cas à Pomponne. En tout cas, il y a eu beaucoup de gens qui sont tombés dans le seuil de la pauvreté. Par conséquent, il apparaît nécessaire de renforcer le budget du CCAS afin d'assurer son équilibre budgétaire et permettre de dimensionner l'attribution d'aide aux demandeurs qui pourraient être plus nombreux. Ainsi, suite aux arbitrages décidés lors de la préparation du budget primitif 2021 de la commune, il est proposé au conseil municipal de fixer le montant de la subvention allouée pour l'exercice 2021 au CCAS. Donc, dont la somme totale est de 18 420 €. Des questions? Non, moi je me suis fait une question, mais on avait bien 1135 € l'année dernière, c'est ça? Oui, il y avait 1135 €. Donc je me dis, effectivement, j'imagine bien que la situation sociale se dégrade fortement. Oui, plus que vous ne pouvez l'imaginer, aussi bien dans tous les domaines, aussi bien dans le logement que des situations absolument terribles sur Pomponne. Voilà. Des gens qui sont mal logés, des gens qui ont perdu leur situation, des gens qui ont des enfants en handicap. Il y a des choses absolument terribles que je pense que personne ne peut imaginer sur Pomponne, vraiment. Et il faut être vraiment dans le service social pour s'apercevoir tous les jours des problèmes qu'il peut y avoir. Voilà. Et donc, c'est en prévision, bien évidemment, c'est un budget qui a été vu au CCAS lors du DOB présenté lors du CCAS du 24 mars, pardon, excusez-moi, et qui a été approuvé au moment du CCAS, du vote à l'unanimité. Voilà, je vous propose de voter ce montant de 18 420 €. Ah oui, bien sûr. Alors oui, dans le budget, on a eu la grande joie au CCAS, et tout le monde d'ailleurs a remercié la municipalité, car il y avait les illuminations de Noël ont été un peu moins coûteuses, et donc la différence, et en tout cas les économies qui ont pu être faites à ce moment-là, eh bien, ont été reversées sur le montant de la dotation de la commune au CCAS, ce qui représente un peu plus de 3 000 € quand même. Voilà. Et donc, ça fait du bien parce qu'il y a des aides à venir qui seront importantes. Merci, Madame la municipale. Donc, passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Ok, je vous remercie. Donc, je continue. Budget ville, subvention à la caisse des écoles pour l'année 2021. La Caisse des écoles intervient en faveur des enfants relevant de l'enseignement du premier et second degré dans tous les domaines de la vie scolaire, tels que le social, la culture, l'éducatif et le sanitaire. Il apparaît nécessaire d'attribuer une subvention à la Caisse des écoles afin d'assurer son équilibre budgétaire.
Ainsi, suite aux arbitrages décidés lors de la préparation du budget primitif 2021 de la commune, il est proposé au conseil municipal de fixer le montant de la subvention allouée pour l'exercice 2021 à la caisse des écoles, qui s'élève donc à 13 400 €. Là aussi, il y a des dossiers importants qui arrivent régulièrement et qui vont arriver régulièrement sur différentes aides, toujours dans les familles qui ont des difficultés suite à cette crise sanitaire. Et la caisse des écoles permet également d'aider ces familles-là. Elle intervient aussi alors pour des sorties scolaires, ou pour les bus scolaires, les sorties, voilà, différentes choses. Des questions? Donc je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Je crois que c'est encore moi. Donc la carte imaginaire pour la commune pour l'année 2021-2022. En région francilienne, les tarifs des titres de transport sont fixés par l'Île-de-France Mobilité. Si les collectivités locales ne disposent pas de cette prérogative, elles peuvent en revanche intervenir de façon à apporter une aide à l'acquisition des titres de transport en prenant à leur charge une partie du coût du forfait. Depuis 2011, la commune de Pomponne accorde une participation. Donc, afin d'aider les jeunes Pomponnais scolarisés, les collégiens, les lycéens, les étudiants, dans leurs déplacements et leur mobilité, il est proposé au conseil municipal de renouveler les contrats conclus avec GIE Multiple, avec une prise en charge de 70 € pour l'année scolaire 2021-2022. Donc, pour information, la commune a subventionné les jeunes scolarisés à hauteur de 12 101 € pour l'exercice 2018-2019, 11 830 pour 2019-2020, ce qui correspond à 169 bénéficiaires, et 12 180 € pour l'exercice 2020-2021, qui correspond à 174 bénéficiaires. Pour rappel, pour l'année 2020-2021, le tarif régional étudiant était de 350 €, frais de dossier de 8 € qui sont inclus. Après déduction de l'aide du département de Seine-et-Marne pour les collégiens, la carte imaginaire leur coûtait 100 €, frais de dossier de 8 € inclus. Par courrier, en date du 23 janvier 2021, le département nous informait que pour l'année scolaire 2020-2021, l'Assemblée départementale avait décidé le 3 avril 2020 d'augmenter de 25 € son subventionnement pour les cartes imaginaires en faveur des collégiens non boursiers. Cette aide n'ayant pu être automatisée sur le prix de l'abonnement de la carte imaginaire pour l'année scolaire en cours, le département a décidé de la rembourser sur demande de la famille afin de leur garantir un reste à charge limité à 75 €, après remboursement des 25 €. Et donc, est-ce qu'il y aurait des questions sur cette carte imaginaire pour pouvoir aider nos étudiants, collégiens et lycéens à raison de 70 €. Donc, jusqu'à l'heure 21 ans pour les étudiants. Pardon? 70. Des questions? Je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie pour eux. Le Fonds de solidarité pour le logement, en abrégé le FSL, adhésion de la commune et adoption de la convention pour l'année 2021. Conformément à la législation en vigueur, un fonds de solidarité pour le logement, le FSL,
a été instituée dans chaque département. Les communes, les EPCI, établissements publics de coopération intercommunale, les associations spécialisées, les caisses d'allocation familiale, les distributeurs d'énergie et les bailleurs publics et privés y sont associés. Le projet de convention portant sur l'adhésion de la commune au Fonds de solidarité logement entre le département de Seine-et-Marne et la commune de Pomponne définit les modalités de financement et de gestion du Fonds de solidarité pour le logement, le FSL. Le Fonds de solidarité pour le logement a pour objet d'intervenir auprès des ménages en difficulté sous la forme d'aide financière individuelle pour l'accès ou le maintien dans le logement, tant dans le parc privé que celui du public. Les dépôts de garantie, le premier loyer, les frais d'installation, la garantie aux impayés de loyer et des dettes de loyer, ainsi que pour le paiement de factures liées aux consommations de fluides et d'énergie, gaz, l'électricité et l'eau, que l'occupant soit locataire ou propriétaire. Il soutient également les structures d'insertion effectuant de l'accompagnement social lié au logement, l'ASLL, ainsi que des organismes effectuant de la gestion locative en direction des ménages en insertion. Il est demandé au conseil municipal d'approuver le projet de convention entre le département de Seine-et-Marne et la commune de Pomponne, au terme duquel la commune s'engage à contribuer au fonds de solidarité pour le logement, à raison de 0,30 centimes d'euros par habitant, soit, il a été pris, c'est pour l'année 2020, le nombre d'habitants, 4145 habitants, soit 1244 euros pour l'année 2021. Je dois juste vous préciser sur ce FSL que quand une personne demande un FSL, par exemple pour un loyer, pour une garantie de loyer, voilà, ils ne peuvent pas demander un FSL pour l'eau ou l'électricité. Il n'y a qu'un seul FSL qui est accordé et si des gens cumulent des dettes d'eau, d'électricité, ils ont la possibilité de contacter directement les compagnies pour obtenir des délais de paiement. Et en règle générale, l'échéancier est accepté. Voilà. Donc je soumets au vote pour un versement de 0,30 euros par habitant sur la base de 4145 habitants. Et oui. Non, juste comment on recense les habitants? Les 4145, comment c'est sur quelle base ils sont recensés? On reçoit tous les ans. C'est le département qui nous l'envoie. Et donc, voilà, Pomponne, c'est 4145 euros et 45 habitants, pardon. Et ça représente 1244 euros. D'accord, mais c'est le département qui détermine. Parce que je me faisais la réflexion par rapport au mois de juillet, on avait 4070 habitants. Voilà. Donc je me disais, tiens, ils sont plus rapides que le lycée. Enfin. Non, c'est le département qui nous l'envoie. Voilà. Je le soumets au vote. Pardon? Oui. Qui est fixe et qui n'a pas bougé depuis 2015. Alors, si un jour ça vous intéresse, vous avez tout ce que peut faire le FSL. C'est relativement intéressant de savoir dans quel domaine ils interviennent et parfois on peut être surpris de certains domaines. Je soumets au vote, qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Point numéro 20, décision prise par le maire en vertu de l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Je vous demande de prendre acte de la présentation de décision suivante D 2021-04, qui est la mission d'assistance urbanistique permettant de formaliser les objectifs de la révision du plan local d'urbanisme qu'on a évoqué tout à l'heure. Alors,
on s'est aperçu qu'il n'y avait pas les montants, je vais vous les donner. Donc cette première mission, elle est de 2860 € hors taxe. La décision D2021-05, qui est la mission d'assistance pour la révision du plan local d'urbanisme, le PLU. Le montant, il y a deux montants en fait, il y a deux missions successives, qui est 9500 € hors taxe, puis 29 235 € hors taxe pour toute la révision. Et achat, concession cimetière, M. Gaffan Noguera, pour 250 € au plan 1400. Voilà pour les délibérations. On va passer aux questions qui ont été posées par les deux groupes. On va voir ce que vous souhaitez, il n'y a pas de question ECP. Christophe, si tu veux. La première question, sur la transition des documents au sein des commissions et du conseil. Afin de pouvoir travailler sur les dossiers mis à l'ordre du jour des différentes commissions, nous demandons à ce que les documents soient remis aux membres avant la commission et dans un délai suffisant pour qu'ils puissent être publics. Exemple, commission finance dédiée aux demandes de subvention, aucun document fourni. Commission urbanisme, dossier de présentation des enjeux motivant la révision du PLU, envoyé 2 heures avant la commission. Aucun document joint à la convocation commission finance sur le budget primitif. Merci. Alors sur ce dernier point, c'est inexact, puisque la commission finance du 18 mars, les éléments du budget primitif ont été envoyés le 15 mars à l'ensemble des membres de la commission. Si tout le monde a reçu ces mails, en tout cas, ça c'était le cas pour ce premier point. Cependant, je vais répondre de manière globale à la question. Donc effectivement, les documents sont communiqués aux membres de la commission lorsque nous sommes en possession de leur version définitive. C'est bien là le débat. Nos partenaires et les services qui élaborent les documents nous les communiquent parfois tardivement, souvent au vu de leur complexité ou de la disponibilité tardive des informations. Évidemment, nous sommes conscients que les délais peuvent paraître courts pour analyser les points dont certains s'avèrent complexes. Nous travaillons à améliorer les délais comme nous pourrons. Nous tenons à ajouter cependant que les commissions disposent de nombre de documents, quand même, pour beaucoup fournis, pour étudier des remarques, dans des délais qui peuvent être considérés comme raisonnables, et que ces documents font l'objet d'échanges et d'améliorations successives, comme par exemple, vous l'évoquiez tout à l'heure, le règlement intérieur du conseil municipal. Réflexion sur une ZAC Colgard, Pienne-Blanc. Dans la main du 3 mars 2021, le président de Marne-et-Gondoire déclare « Marne-et-Gondoire travaille sur une mise en place d'une ZAC du côté du quai Godino. » Interrogé sur le sujet par notre liste, mail du 4 mars 2021, vous nous avez fait part des réunions auxquelles vous et M. Michel avez participé et annoncé le prochain lancement de la consultation pour les équipes d'urbanisme. Autour du point en X et sur les friches urbaines des quais. Comme rappelé en commission urbaniste du 16 mars, nous regrettons de découvrir par voie de presse que des réflexions sur une zone aussi sensible sont menées sans même que les membres de la commission en soient informés. Quelle est votre position quant à l'éventualité de créer une ZAC sur ce secteur? Alors sur la question qui est posée, même si je vais répondre quand même sur le fait que vous regrettez de découvrir par votre presse que les réflexions sur une zone aussi sensible soient menées sans même que les membres de la commission soient informés, en l'occurrence là, on est vraiment à la genèse, au tout début de quelque chose. En fait, il n'y a pas le début d'un dessin sur la ZAC, mais on l'avait dit l'autre fois, mais je le répète. Donc pour l'instant, avec Patrick Michel, nous assistons à des réunions afin de mener une réflexion commune sur le cœur urbain, dont on parlait tout à l'heure. Il n'y a pas de ZAC, il y a des idées de ZAC, mais il n'y a pas de ZAC. Multisite, il y a un périmètre à peu près établi, mais tout ça n'est que vraiment embryonnaire pour l'instant.
Cependant, la société publique locale créée par Marlène Mondoir, SPLA, a lancé un appel d'offres pour faire travailler des urbanistes. Donc il y a effectivement des urbanistes qui ont été une équipe d'urbanistes paysagistes, enfin un aréopage de bureaux d'études ont répondu. Et donc il y a déjà une équipe qui a été retenue par Marlène Mondoir. Donc, on pense quand même que nous positionner le plus tôt possible pour être acteur sur la création d'une ZAC multisite ou autre chose dans ce secteur peut être quand même une bonne solution pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, pour définir les enjeux et les orientations d'un développement urbain en mutualisant, encore une fois, en mutualisant éventuellement les équipements, mais peut-être d'autres choses entre les villes concernées. Ce qu'on a fait, et là où on était très actif avec Patrick Michel, c'est qu'on a quand même demandé que le point X soit le point majeur structurant de l'ensemble urbain. Chaque fois, il y a une tendance à oublier ce point-là, ce qui fait que ça va faire partie intégrale de la réflexion urbaine, parce que c'est inenvisageable de dissocier les deux. Donc, il n'y aura pas vraisemblablement de comité spécifique pour un X, comme c'était le cas avant, puisqu'il y a une réflexion urbaine globale autour de ça. Donc, évidemment, nous serons associés avec Patrick là-dessus. La prochaine commission urbanisme sera consacrée exclusivement à la présentation de ce périmètre et l'enjeu du secteur. Et tu voulais rajouter quelque chose, Patrick? C'est que la prochaine réunion sera le 15 avril. Vous avez dû recevoir d'ailleurs les convocations. Ce sera monographique sur le cœur urbain et on vous expliquera tout, on échangera, on pourra échanger diverses idées. Et vous aurez les documents le plus tôt possible, parce qu'on a demandé à l'SPA de donner des documents spécifiques pour cette commission. Bon. Par cette question, je pense que c'était vraiment de faire ressortir que le président Marlène Mondoir avait fait Cavalier seul. On avait quand même la réponse. Cavalier seul? On va dire par voie de presse en faisant cette annonce-là. Il a pris beaucoup d'avance. Alors, après, faut toujours se méfier de la façon dont c'est relaté. Ce qui est rassurant, c'est que Pompone redevienne maître de son territoire et que ce ne soit pas Marlène Mondoir qui décide pour Pompone. Absolument, mais on fera attention à ça, mais je pense qu'on n'a jamais dit le contraire non plus. Non, mais justement, c'est bien, c'est pour ça que ce soir on a posé cette question, c'est pour que les Pomponais puissent comprendre. Après, sur la création d'une ZAC, si on parle purement technique, c'est très long à faire une ZAC quand même. Donc peut-être qu'il y a d'autres solutions, je ne sais pas encore, mais moi je ne suis pas arc-bouté sur le mot ZAC, sur le mot multisite, je suis arc-bouté sur le fait qu'il faut qu'il y ait un développement harmonieux pour Pompone. Mais on sera vigilant, on a essayé, à un moment donné, on était en demande de cette vigilance, donc nous on sera vigilants pour nous-mêmes, c'est sûr. La question, route de Villevaudel. Un courrier accompagné d'une pétition contre la fermeture de la route de Villevaudel pour une période de 6 mois vous a été adressé ainsi qu'à monsieur le sous-préfet. Restez-vous sur votre position. Alors, effectivement, nous allons y répondre, mais je développerai parce qu'il y a une question qui est quasiment commune avec le groupe Pomponais de Valélan. Juste pour dire, sur la forme, alors nous avons reçu un courrier signé essentiellement, il y a un premier courrier par les riverains de la Pomponette. Par contre, alors c'est peut-être pas vous, hein, mais il y a plusieurs pétitions finalement, à la fois par voie de presse et puis par en print, par courrier et d'autres sur un site. Je ne sais pas qui répond sur la première. En fait, il n'y a pas de nom. Alors, sur la pétition écrite, non, mais c'est vrai. Ouais. Alors. Vous savez bien qui c'est quand même 2 personnes de la Pomponette. Mais non. C'est pas signé, c'est signé par tous les. Non, mais c'est pas compliqué, c'est formel. On va leur dire, écrivez-nous pour dire à qui on répond, parce que je ne vais pas répondre. Donc ça c'est un premier point, donc moi je veux bien répondre, mais on me dit à qui répondre, c'est tout. Évidemment qu'on répondra à la pétition, j'ai pas de souci par rapport à ça. Par contre on n'a rien reçu d'autre. Hein. Moi j'ai reçu un courrier de quelqu'un de Villevaudel, on était en copie d'un courrier adressé au maire de Villevaudel, mais on n'a rien reçu en mairie d'une quelconque pétition. Non, on parle bien du courrier des 2 personnes de la Pomponette. Ah d'accord, si on parle de ça, signé par c'est pas signé. Il y a un tableau rempli, d'ailleurs, qui est dissocié de la page de la pétition recto verso, donc on ne sait pas ce que les gens ont signé véritablement. Je ne rentre pas dans ce débat-là, enfin, quand même, mais on répondra. Je pense que c'était fait dans les règles.
Ben, il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils n'avaient pas vu qu'ils avaient signé. Mais bon, ça fait que ma part. Moi, quand je vois pas, je sais pas. Mais bon, bah, c'est bien. Non, mais enfin, franchement, on répondra sur cette question-là. Je rentrerai un peu plus dans le détail, puisque ça sera une réponse commune avec la question posée par. Et la deuxième pétition qui faisait allusion sur un site Change for Europe, j'ai fait que relayer puisque les personnes voulaient rester à Lille. Vous voulez pas politiser ni politiser. Donc on va dire qu'on proposait, on est deux à l'oreille et du coup je vais les informatiser. Ah, après ne pas politiser. Je ne suis pas le dépositaire de la pétition. Bon, bah c'est gentil à toi. À un moment donné, moi quand ça me touche, j'y vais quand même aussi. C'est normal. Non, mais comment on répond de toute façon, on répondra globalement, c'est pas la fin. Même à ceux qui n'ont pas signé, on va même répondre à ceux qui n'ont pas signé. Non, juste pour revenir par rapport à ça, il y a eu un radar pédagogique qui a été mis, puisqu'on est sur le sujet. Oui. Mais quand on voit que le radar il a été positionné, je ne sais pas qui est-ce qui a choisi l'endroit, mais quand on faisait le tour rien que du rond-point où on venait de la Coudresse, ça comptabilisait les voitures même avant et après. On n'était même pas obligé de s'engager sur la route de Bordeaux pour être comptabilisé. Donc franchement, l'étude a commencé très bien. Ah bah merci de le signaler. Si. Je l'ai signalé. Comment tu sais qu'il compte? Je l'ai signalé. Parce que je m'en suis aperçu et j'en ai fait un film. Donc je le sais. Écoute, plutôt que de dénoncer, aide-nous à. Ça n'a pas été dénoncé, j'en ai parlé à une commission. Donc je ne parle pas cela, j'en ai parlé à une commission comme quoi le radar pédagogique. Alors en l'occurrence, il est placé là parce que c'est le seul mât physiquement où. Oui, mais justement, Arnaud, il ne sert à rien. Non. Parce que alors, les gens qui vont visiter à la Coudrelle, les gens qui vont au Cornulier, les gens qui vont à l'école, sont tous comptabilisés alors qu'ils ne prennent pas la route de Bordeaux. Non, mais dans ce cas-là, c'est la différence, c'est la différence. En fait, oui, c'est le delta entre les deux. Mais, enfin, on va essayer de trouver des solutions. Et le radar, il est plus. Comment ça, il est plus? Non, il est plus là. Il est plus là. Il a été retiré aujourd'hui. Il a été retiré le radar. Ok, bon, on est averti derrière. Bon, ça tombe bien, puisque vous avez voté le budget, on va en acheter 2, ils seront livrés prochainement, puis on en remettra un. Ah, c'est patient, pas c'est gentil. Merci. Pardon. Non mais c'est ce que tu dis, je reviens juste 30 secondes là-dessus, c'est important. Enfin, à aucun moment, on a eu la montée d'informations que le radar fonctionnait mal. Non. Non, enfin, ce sont les... L'étude est un peu baseuse comme ça. Mais le but, c'est pas de faire. Non, mais on va enlever ce débat. L'étude n'est pas de faire une étude. Le fait, c'est pas de faire une étude vaseuse. Ça servira à quoi faire une étude vaseuse? Justement, c'est la compréhension. Ah, voilà. Si je peux me permettre de ce qui m'a été remonté, c'est qu'effectivement, le radar a été posé à la sortie sur le candélabre, c'est le seul point d'alimentation qui permet de le mettre. Si maintenant la détection de la vitesse vaut aussi comptage, effectivement, quand les gens sortent de la rue d'Armoin par la droite parce qu'ils n'ont pas le sens, vont faire le tour du rond-point et redescendent sur la mairie, ça flash. Enfin, quand je dis ça flash, ça les repère. Quand vous avez les gens qui sortent de la rue du Cornulier, qui viennent de la résidence, ils passent et vont vers la mairie, c'est pareil. Et quand vous avez les gens qui remontent de la rue de Bordeaux et qui rentrent dans le garage de 19, ça flash aussi. Donc, tout ça fait des comptages sur la route de Bordeaux qui ne sont pas en réalité des voitures qui vont sur la route de Bordeaux. Donc ça va gonfler, entre guillemets, la base avant la fermeture, et du coup, la différence, on pourra dire, il y a peut-être des voitures qui ont été comptées en trop. Voilà. Ce qu'on ne saura pas dire, effectivement, c'est l'augmentation relative. On pourra dire l'augmentation en brut, voilà ce qu'elle vaut, mais on ne pourra pas la relativiser par rapport au trafic avant, puisque ce trafic-là compte des trafics qui ne sont pas valables de Bordeaux, c'est ça. Alors, on a essayé de le mettre au seul endroit disponible, et effectivement, enfin, c'est désagréable. Enfin, on est là pour ce soir. Claude Schaeffer qui est. Je l'ai appris parce que j'ai pris la route. Ouais, voilà. Donc voilà. On ne voulait pas averti, et c'est vrai qu'ils sont pas très forts à marner le pas pour les installer. C'est pas la première fois qu'ils installent les radars, pas toujours à l'endroit où ça doit être, et en plus de ça, comme à la Pommelette, c'est limité à 30 km/h, il n'y avait qu'à 5 ans. Donc, dans le passé, je ne pense pas maintenant. Enfin, bon, on a des gros problèmes avec l'armée de Bouvard, c'est pour ça qu'on fait l'investissement de 2 radars pédagogiques que l'on ne gérera nous-mêmes. Après, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de regarder, c'est qu'à l'entrée de Bordeaux, il y a un radar pédagogique, il ne fonctionne pas tout le temps,
cas du foyer fonctionne, et de voir qu'est-ce qui pourrait être intéressant comme données de ce radar pédagogique qui est à l'entrée, et si c'est pareil, il capte dans les deux sens, il est vraiment à l'entrée de Bordeaux. Donc voilà. En théorie, un radar pédagogique capte dans les deux sens. Voilà, oui, et donc du coup à l'entrée de Bordeaux, mais il y a des fois il ne fonctionne pas. Alors, je ne sais pas quelles données ils peuvent produire, mais enfin, peut-être à les interroger. Ah, il fonctionne. De toute façon, on demandera vers le bord du produit. Ah oui, il ne fonctionne pas pour la vitesse, mais il fonctionne peut-être en comptage. Oui, mais moi, en tout cas, ça, du coup, quand je roule, moi, je vois qu'il ne s'allume pas, donc je dis qu'il ne fonctionne pas. Mais s'il compte, bah, du coup, ça serait intéressant de leur demander d'avoir des extraits sur les périodes qui concernent. Ça permettrait de recoupler avec le comptage du temporaire qui a été posé à la sortie. Pas parfait. Je poursuis avec nos questions. Oui, absolument, pardon. Concernant c'est le même sujet, hein. Concernant la fermeture de la route de Villebaudet, dont nous avons eu connaissance de la date et du délai, le 6 mars sur Voisins Vigilants, puis le 13 mars sur la page Facebook de Pomponne, nous demandons de raccourcir la durée de 6 mois pour la consacrer uniquement au nettoyage et à la mise en place d'appareils permettant de relever les infractions et d'initier une démarche participative, conseil municipal et ensemble de la commune, pour étudier les solutions alternatives aux 3 problèmes identifiés: dépôts sauvages, circulation routière et état de la route. Merci. Comme nous l'avons expliqué dans les actualités et dans des éléments de réponse sur la précédente question, nous avons décidé en concertation, encore une fois avec les villes concernées, de fermer cette portion de route qui était devenue trop dangereuse. Nous ne reviendrons pas sur cette décision car nous pensons qu'il n'est pas raisonnable de répondre favorablement à la réouverture à la circulation d'une route qui est déclarée accidentogène. Et concernant la durée de 6 mois, nous pensons que celle-ci est nécessaire pour trouver les solutions qui sont disponibles pour contrôler le flux de véhicules, conserver l'état de cette route et la qualité de vie dans ce quartier. Au bout de ces 6 mois, nous n'aurons pas les chiffres d'une étude, mais plutôt des propositions et des solutions travaillées par l'ensemble des élus, effectivement, en commission et soumises à la population. Les points relais seront donc ensuite consultés, y compris ceux qui ne se sont pas exprimés jusqu'à aujourd'hui. Alors, dans le contexte actuel, nous souhaitons un point sur la pratique du télétravail au sein de la mairie. Nombre d'agents territoriaux ou assimilés concernés et nombre de jours télétravaillés par agent. Dans les actualités également, on vous a présenté les actions qui étaient en cours et que nous devons adapter aux exigences présentées l'autre jour par le président de la République. Je reviendrai donc prochainement auprès de vous pour vous confirmer l'organisation et la mise en place et puis ses effets. Donc on a déjà évidemment travaillé là-dessus, mais il y a des choses qui vont s'affiner. Alors, avec la création récente du poste communication et animation, il est possible d'avoir l'organigramme mis à jour en ajoutant les postes vacants à pourvoir. Je vous rappelle, les questions sont envoyées au moins 48 heures avant, et donc vous nous avez fourni l'organigramme avec les postes d'attention. Merci. Et voilà, la réponse. On a 2 postes vacants, c'est bien ça? Les 2 postes qui sont pour la principale? Oui, absolument. Oui, le policier et puis l'organigramme est exact et la photographie de la situation actuelle. Alors, question suivante. Nous souhaiterions connaître le recensement à date des infractions relevées au code de l'urbanisme, localisation, nature, chute de l'eau. Je laisse Patrick Michel vous exposer les 154 infractions. Je ne sais pas si par infraction vous entendez le recensement des PC, des P qu'on a annoncé en commission urbanisme. Si c'est ça, à ce jour, je ne peux pas vous dire exactement ce que c'est. Par contre, si c'est le constat des infractions qu'on a pu noter, oui, évidemment, je peux le dire. Alors, il y a eu 3 refus de permis de construire pour non-conformité au PLU, et ce, en phase de préinscription. C'est-à-dire que les gens viennent nous voir en mairie pour nous demander notre opinion sur les PC, etc. Donc, on leur dit si c'est conforme, si ce n'est pas conforme, pour éviter de faire. Voilà. Ensuite, il y a eu
cours pour non-conformité au permis de construire déposé et accordé. Il y a eu 3 demandes de mise en conformité parce que les travaux réalisés étaient conformes au PLU, mais n'étaient pas conformes au PC. Donc ça a été pratiquement tout régularisé. Les gens ont envoyé un PC modificatif qui est en cours d'instruction, ou ont envoyé une DP quand il faut envoyer une DP. Ensuite, il y a eu 2 refus de conformité au niveau de la DAACT, parce que toutes les demandes de DAACT, on y va, on se déplace. Donc il y a eu 2 refus de DAACT, une pour ils n'avaient pas planté les arbres qui avaient été demandés dans le PC, donc ils les ont plantés depuis. Et notre refus de DAACT, c'est pour un annexe, on va dire, qui a été construit et qui ne figurait pas dans le PC. Et les propriétaires ont fait un PC modificatif qui est en cours d'instruction et qui devrait passer parce que l'annexe, on va dire, est conforme au PLU. Ensuite, on a 2 affaires qui sont au tribunal de grande instance, voilà, pour des non-conformités au permis de construire et au PLU et qui nécessitent une démolition des annexes construites. Et ensuite, on a fait 3 communications à des propriétaires pour des possibles risques de péril. Alors il y en a un sur lequel, qui était plutôt genre, l'expert est passé. Et donc il y a une communication qui a été faite au TGI de déclaration de péril des installations. Le deuxième s'est compromis à faire les travaux de consolidation avant la fin du mois d'avril. Et le troisième, on est en négociation pour essayer d'expliquer un petit peu le problème, de voir les possibles solutions, de faire ça avec eux. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. En tout cas, merci sur les sujets de risque de péril, là, parce qu'il y a quand même quelques bâtisses, effectivement, quand on passe, on se dit, on n'est pas expert, mais qu'il y a quand même quelques signes extérieurs qui disent que si un coup ça viendrait s'écouler, ça ne serait pas étonnant. Il y a quand même des bâtisses qui sont en mauvais état, et je pense que la mesure est de bon ton, parce qu'en plus, ça fait quand même très désordre dans ce centre-ville, dans ce cœur de ville. On est d'accord sur ce qu'on est intervenu. Je pose la question. Donc, à la suite du conseil municipal du 24 septembre, pour lequel vous avez informé de la fermeture de la LD Sport, après découverte de plusieurs non-conformités en matière de sécurité, quelle suite avez-vous pu donner après les manquements que vous avez évoqués, prestations non conformes par exemple, et quel est le coût de cette remise aux normes supportée par la commune? Alors, tous les manquements ont été réalisés en supplément, parce qu'en fait, il y a des choses qui n'étaient pas prévues, en fait, tout bêtement. Pour un montant de 13 200 €, car ces prestations de sécurité n'étaient pas prévues dans le cahier des charges. Il faut ajouter à cela les suppléments de travaux pour un montant de 6 589 €, donc ça nous fait un total de 19 800 €. Dans le compte rendu, alors je peux vous les citer là, mais sinon il y aura un tableau qui détaillera un peu les postes liés à des suppléments de travaux. Il y a une commission de travaux du 4 il y a une commission de travaux du 4 février dans laquelle ça a été mentionné, tous ces travaux. Ah oui, pardon. Il faut juste se référer au compte rendu de la commission. Je ne sais pas s'ils y étaient tous, parce qu'il y avait déjà eu beaucoup d'avancées. C'est-à-dire que là, les chiffres qu'on donne, c'est les chiffres de 2000. Bon, là, il se peut que dans les mois qui viennent, on ait encore des choses à faire, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été réglées, mais c'est des choses qu'on va faire passer sous garantie. Ce qui reste, c'est des choses sous garantie. Tout ce qui était sécurité qui n'avait pas été fait, avoir une sécurité conforme, donc tout ce qui n'était pas prévu pour qu'il y ait des charges, c'est donc à la charge de la commune. On peut donner
pas prévu la construction, qu'on le rajoute après, ça coûte toujours plus cher. Et tout repose sur un cahier des charges qui n'est pas complet. Pas complet au niveau des principes comme la gâchette électrique, et pas complet au niveau de tout un tas de détails en matière de sécurité. Par exemple, des bloqueurs de fenêtres, pour pas que les enfants puissent ouvrir les fenêtres et puis sauter dans le vide. Donc on a fait rajouter des bloqueurs. Des petits détails comme ça, c'est des choses qui, ça va pas très loin financièrement parlant. Enfin, quoique, mais additionner les options, ça fait des sommes. Mais en réalité, ça aurait dû être prévu au départ. Et quand c'est pas prévu, ok, il y a des charges, et là c'est les suppléments, c'est nous qui les payons. Par contre, je crois que ces suppléments-là ont été intégrés à la demande de subvention. C'est-à-dire qu'il y a eu plus de subventions allouées puisque le montant a été gonflé lié à ces dépenses supplémentaires. Donc on demande une subvention plus importante dans laquelle on intègre ces dépenses supplémentaires. Alors après, sur la recherche de responsabilité, faut qu'on aille au bout de l'équation. On n'a pas eu de... On cherche encore le bureau de contrôle, dans lequel il aurait dû y avoir des avis. Après les oublis, comment calculer le préjudice si c'était pas prévu, que ça et finalement on l'a dépensé. C'est juste le laps de temps à partir duquel on aurait dû ouvrir, si on s'était aperçu avant de la problématique. On vous donnera des nouvelles de l'avancée là-dessus, et si on peut aller chercher un peu d'argent, on n'y manquera pas. Par contre, comme tu disais tout à l'heure, on passera pas une centaine d'heures à essayer de chercher 500 balles. Surtout si c'était pas dans le cahier des charges. C'est un peu compliqué. Par contre, les bureaux de contrôle, ils sont là aussi pour vérifier point par point si tout va bien. Oui, et le cahier des charges avant même son lancement. Donc, on est d'accord. À chaque étape. Bien, mais écoutez, s'il n'y a plus de questions, je clôt ce conseil municipal très long. J'en profite pour encore une fois remercier M. Daniel de Oliveira pour ses bons et loyaux services. Je remercie de sa bienvenue Mme Boissier, bienvenue de Mme Boissier. Bien sûr, on la remercie plus, pardon, bien sûr. J'aurais dû commencer par elle, pardon. Et je souhaite la bienvenue encore une fois à Sophie Renaud. Et puis je remercie aussi personnellement mon fils Alix pour nous avoir assisté dans la captation du conseil municipal depuis de nombreux mois, voire années maintenant, et qui va passer la main à Sophie pour y arriver. Merci encore. Bonne soirée. Dernier petit point quand même sur vos tables a été posé l'enquête de mobilité du groupe scolaire des Cordouillers. Alors, alors si vous n'en avez pas dit, c'est donc le fruit du travail de la